À mon commandement, reposez. Armes. Repos. Les troupes devant vous sont placées sous le commandement du médecin en chef Anne Licardi-Zeller, chef du département de la formation des élèves praticiens des écoles militaires de santé de Lyon-Bron. De la gauche vers la droite, vous pouvez voir successivement la musique de l'artillerie de Lyon, placée sous la direction du chef de musique de première classe Emmanuel Pou, l'emblème de l'école de santé des armées, le drapeau, bannière des régiments et symbole de la patrie, était toujours présent sur les champs de bataille jusqu'au premier mois de la Grande Guerre, afin d'être pour les troupes le point de ralliement visible au milieu du chaos des tirs, de la poudre et des cris. C'est dans ce même esprit d'unité autour de valeurs communes que nous nous rassemblons aujourd'hui. Un détachement des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, aux ordres du médecin-chef Ondine Bruno, commandant la 2e compagnie. L'école de santé des armées est implantée à Lyon depuis 1888. Elle accueille les élèves officiers médecins et pharmaciens pendant leur formation universitaire. Déménagée à Bron en 1981, elle est désormais la seule école de formation initiale des praticiens militaires. À ses côtés, l'école du personnel paramédical des armées, EPPA, a été transférée de Toulon à Bron en 2016. Cette école prépare au diplôme d'infirmier militaire des personnels des 3 armées et de la gendarmerie dans un cadre totalement interarmé. Un détachement du 8e Centre médical des armées aux ordres du médecin-chef Florence Lamotte-Carmaz. Le 8e CMA assure le soutien santé des forces. Avec 500 personnels, il administre et coordonne les antennes médicales présentes dans tous les régiments de la région. Un détachement de la gendarmerie nationale aux ordres du major Thierry Mahmoud de l'escadron de gendarmerie mobile 11-5 de Satoné-Camp. Puis le régiment de Lyon, le 7e régiment du matériel basé au quartier général Sabatier dans le 7e arrondissement aux ordres du lieutenant Hugues Martina. Face à vous, un détachement de la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun aux ordres de l'aspirant Mélanie Molinaro. Toujours face à vous, sur votre droite, une délégation de cadres des unités de la place de Lyon, accompagnée de 2 élèves officiers de l'Académie militaire américaine de West Point. Le dispositif se poursuit par une délégation des enfants du Rhône avec l'escadrille Air Jeunesse de la base aérienne 942, la préparation militaire marine de Lyon, les cadets de la gendarmerie, les cadets de la défense du 7e Airmat, le service militaire volontaire, un carré des jeunes de l'Institut des hautes études de la défense nationale d'étudiants du Lyonnais, puis un carré de la réserve citoyenne de la délégation militaire du Rhône encadrant une section de volontaires du service national universel, un carré des jeunes volontaires de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, un carré de la préparation aux carrières militaires, un carré des classes de défense des établissements volontaires du Rhône, dont le lycée de la Favorite, l'institution Saint-Joseph de Tassin-la-Demi-Lune, le lycée professionnel des métiers Japy, le lycée professionnel Sainte-Thérèse, de l'établissement Charles de Foucault, de l'Institut des Chartreux et de l'Assomption Bellevue. Enfin, les porte-drapeaux du Lyonnais. Pour terminer, à gauche, vous pouvez apercevoir la chorale composée aujourd'hui d'élèves du collège Grignard, du 8e arrondissement de Lyon, sous la direction d'Émilien Faure, du collège Mermoz, du 8e arrondissement de Lyon, sous la direction de Céline Maillère, du collège Vendôme, du 6e arrondissement de Lyon, sous la direction de Nathalie Bonhomme, du collège Lac-Xavier de Vénissieux, sous la direction d'Emmanuel Di Piro, renforcé de la chorale des élèves de santé militaire, sous la direction de l'aspirant Loïc Valero. L'ensemble étant coordonné par Madame Dominique Théry. Le colonel Anne Licardi-Zeller va maintenant accueillir les autorités civiles et militaires qui iront ensuite saluer l'emblème national. Puis, le général Alain Lardet, gouverneur militaire de Lyon, passera les troupes en revue. Madame Fabienne Bussiot,
préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, est accompagnée de Madame Sandrine Runel, députée de la circonscription, Monsieur Grégory Doucet, maire de Lyon, Monsieur Renaud Père, vice-président représentant le président de la métropole de Lyon, Monsieur Jean-Jacques Brun, vice-président représentant le président du département, Madame Isabelle Ramé, conseillère régionale représentant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le général de corps d'armée Alain Lardet, gouverneur militaire de Lyon, Monsieur le général de corps d'armée Frédéric Boudier, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes. À mon commandement. Garde à vous. Présentez. Armes. Détachement interarmé rassemblé, à vos ordres, mon général. Reposez. Armes. Repos. Nous vous invitons à vous asseoir. Madame Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, le général de corps d'armée Alain Lardet, gouverneur militaire de Lyon, le général de corps d'armée Frédéric Boudier, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, le médecin général Pierre-Éric Schwarzbrod, commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron et directeur de l'école de santé des armées, vont procéder dans quelques instants à une remise de décoration. Madame Béatrice Brun, inspectrice générale des services de la police nationale, sera promue officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
Le lieutenant-colonel Mathieu Courtaban sera nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Le major Stéphane Elichegaray se verra conférer la médaille militaire. L'adjudant-chef Lionel Goutorbe se verra conférer la médaille militaire. Le maître principal Patrick Mollard se verra conférer la médaille militaire. Le colonel Philippe Guillaumont sera nommé chevalier dans l'ordre national du mérite. Le colonel Annick Buzins sera nommé chevalier de l'ordre national du mérite. La médaille militaire est la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats. Récompense d'exploits extraordinaires ou de longues années passées sous les drapeaux, elle répond à la devise « valeur et discipline ». Institution républicaine née au cœur du XXe siècle, l'Ordre national du mérite est le second ordre national. Le général de Gaulle fonde la Bleue en 1963 afin de récompenser les mérites distingués et encourager les forces vives du pays, que ce soit dans la fonction publique, civile ou militaire, ou dans l'exercice d'une activité privée. Née en 1802 par la volonté du premier consul, la Légion d'honneur, la Rouge, est la plus haute distinction nationale. Depuis 2 siècles, elle récompense les mérites éminents des citoyens et les désigne comme modèle de civisme français, sans privilège ni exemption ou rétribution, mais marque la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. Depuis, nous avons 2 ordres, l'un rouge, l'autre bleu, aux couleurs de notre drapeau. Garde à vous. Drapeau, sans votre garde, rejoignez votre emplacement. Récipiendaires, rejoignez vos emplacements. Présentez armes, ouvrez le banc. Inspectrice générale Béatrice Brun. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Madame Brun Béatrice a marqué la police nationale par une carrière exemplaire. Entrée en service en 1993, elle a dirigé avec un total succès des services à Montpellier, Caen, Marseille et Orléans. Ses compétences managériales et son engagement ont été salués à de nombreuses reprises. Promue commissaire générale en 2019, elle a pris la tête du service régional de police judiciaire de Strasbourg, puis a été nommée directrice zonale de la police nationale sud-est en 2024. Son autorité et sa rigueur en font une figure respectée et incontournable de la police nationale. Lieutenant-colonel Courtaban, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Le lieutenant-colonel Mathieu Courtaban s'engage dans l'armée de l'air en 2003 en qualité d'élève pilote. À la suite de sa formation, il a été affecté sur les bases aériennes de Dijon, Luxeuil, Paris et Nancy. Directeur des opérations du territoire national sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun depuis juillet 2025, il a participé à de nombreuses opérations extérieures, notamment aux Émirats arabes unis, à Djibouti, en Lituanie, en Estonie et en Ukraine. Il totalise 2628 heures de vol et 52 missions de guerre. Fermez le banc. Reposez. Armes. Portez. Armes. Ouvrez le banc. Major Stéphane Elitchegaray, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Le major Stéphane Elitchegaray a commencé sa carrière dans la police en 1990 avant de rejoindre la gendarmerie nationale en 1994. Il a servi dans la gendarmerie mobile, participant à de très nombreuses missions de maintien de l'ordre, puis a rejoint le peloton de surveillance et d'intervention de Trévoux dans l'Ain, où il a mené plusieurs enquêtes complexes sur des trafics et des vols violents, démantelant des réseaux criminels et contribuant à la résolution d'affaires délicates. Son engagement et son professionnalisme ont fait de lui un acteur clé dans la lutte contre la criminalité, tant en France qu'à l'étranger. Adjudant-chef Lionel Goutorbe, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La carrière de l'adjudant-chef Lionel Goutorbe illustre l'excellence et le dévouement au service de la gendarmerie nationale. Engagé en 1991, il commence sa formation à Auxerre avant d'être affecté au peloton d'autoroute de Valence. Il dirige avec succès des enquêtes majeures liées au trafic de stupéfiants, assassinats avec enlèvement, vol à main armée et contrebande de tabac. Son action a permis l'arrestation de nombreux criminels et la résolution de dossiers sensibles. Pour l'ensemble de ses missions, il a été récompensé à plusieurs reprises, témoignant de son engagement exceptionnel. Sa carrière illustre l'excellence et le dévouement au service de la sécurité de nos concitoyens. Maître principal Mollard, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Officier marinier supérieur de grande valeur, le maître principal Patrick Mollard sert la Marine nationale depuis plus de 32 ans. Spécialiste des réseaux et communications, il a tenu de nombreux postes à bord d'unités opérationnelles de la Marine et au sein d'organismes interarmés. Aujourd'hui conseiller en recrutement, il incarne auprès de la jeunesse les valeurs de la Royale et l'excellence des valeurs militaires. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Chirurgien dentiste en chef Guillaumont, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Avec plus de 25 ans de service, le chirurgien dentiste en chef Philippe Guillaumont s'est illustré par son engagement exemplaire et son excellence professionnelle. Affecté à Tours, Lyon et Marseille, il a exercé avec rigueur et dévouement, perfectionnant l'offre de soins dentaires militaires. Spécialisé en implantologie, radioprotection et prise en charge des blessés de guerre, il a renforcé l'expertise du service. Volontaire pour des missions en Afghanistan, Tchad, Mali et Niger, il a fait preuve de professionnalisme et d'humanité, apportant un soutien précieux aux militaires et aux populations locales. Chef de service expérimenté et officier fédérateur, il incarne un attachement indéfectible à l'institution militaire.
Médecin en chef Annick Buzens. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Engagé en 2001 et médecin en chef depuis 2020, le colonel Annick Buzens a marqué sa carrière par son excellence académique et son engagement opérationnel. Distinguée au Kosovo, en Jordanie et en Centrafrique, elle a reçu un titre de guerre à l'ordre de la brigade. En métropole, elle a joué un rôle clé dans la formation, la prévention et la gestion de la crise Covid-19. Son dévouement, son courage et son esprit de service font d'elle une figure exemplaire du service de santé des armées. Fermez le banc. Reposez. Armes. Décorez. Rejoignez les rangs. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Le général Alain Lardet va maintenant prononcer son ordre du jour. Garde à vous. Ouvrez le banc. Un peu. Officiers, sous-officiers, gendarmes, soldats, marins et aviateurs de la garnison de Lyon, chers jeunes des différents dispositifs jeunesse des armées et de la gendarmerie, nous commémorons aujourd'hui l'armistice du 11 novembre 1918. Pourquoi est-ce si important de se souvenir de 4 ans d'une guerre totale qui coûta la vie à plus de 10 millions de soldats dans le monde et causa le double de blessés? Ne faudrait-il pas mieux taire cette abomination? Dès la fin de la Grande Guerre, sans précédent dans l'histoire des hommes, la conscience collective a forgé une expression pour signifier plus jamais cela. Cette guerre était la der des der, la dernière donc. 150 000 monuments et plaques de villes et villages de France portent les noms des 1 400 000 soldats morts pour la France, justement pour cela, pour ne jamais oublier ce sacrifice qui devait être l'ultime. Tous ces noms, désormais à l'existence de pierre ou de marbre, étaient, avant l'été 1914, des jeunes hommes portant la moustache pour la plupart, vivant dans un monde en paix, insouciant et plein de promesses. Ces laboureurs, palefreniers, tourneurs, clercs de notaire, instituteurs ou garçons de café, se sont vus devenir soudainement des conscrits, des artilleurs, des marins, des zouaves, des brancardiers, des aviateurs, des aumôniers ou des télégraphistes, soldats ou sous-lieutenants. Ils devinrent des poilus. 8 millions furent mobilisés entre 1914 et 1918.
laissant un matin ou un soir une fiancée, une femme, des enfants, une famille. Ils partaient au début la fleur au fusil, mettant leurs compétences et leurs forces d'hommes au service de la patrie. Comme ce conscrit lyonnais qui, félicité pour avoir du premier coup envoyé une grenade dans une meurtrière abritant une mitrailleuse allemande, répond à son chef « Oh, ça me connaît, je suis du Clos Jouve », le quartier de la Croix-Rousse, réputé alors pour ses terrains de boules lyonnaises. Par la suite, bataille après bataille, toujours devant être les dernières, ils partirent ou repartirent pour les permissionnaires avec l'intime conviction qu'un seul chemin existait dans ce dédale de tranchées inhumaines et incompréhensibles, celui du service, souvent du sacrifice, bref, celui de l'humanité là où justement elle semblait disparue. L'humanité de ce camarade qui accompagne toute une nuit l'agonie de son voisin qui ne peut être évacué. L'humanité de ce jeune poilu, injustement condamné à mort pour avoir fui face à l'ennemi et qui écrit à sa famille son innocence, sa profonde peine de les offenser et son acceptation de la sentence en définitive. Il sera réhabilité après la guerre. Humanité de cette femme médecin, Nicole Mangin, mobilisée par erreur en 1914, puisqu'aucune femme ne l'est alors, qui décide de ne pas faire annuler l'ordre de mobilisation. Elle portera toute la guerre un uniforme britannique, puisqu'il n'en existait pas de français pour les femmes. Elle soignera jusqu'à l'épuisement les blessés du front et mourra en 1919. Héros ou non, la plupart ont montré une grandeur d'âme d'autant plus éclairante que tout autour d'eux était noir de désespoir. Le livre « Paroles de poilu » nous le dit. Nos aïeux ont enduré plus que l'on ne peut imaginer. Voilà pourquoi nos arrière-grands-pères doivent pouvoir encore nous transmettre cette leçon de vie. Voilà pourquoi, quelque part en France, sur un monument aux morts, vous avez tous, chers jeunes présents aujourd'hui, une part d'héritage gravé. Le site internet Mémoire des hommes vous aidera à renouer avec un ancêtre. Il y a 10 ans, David Penalva, graveur de pierre installé à Vénissieux, achevait son chantier colossal pour redonner vie aux 10 600 noms de Lyonnais morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. Pendant 11 années, tous les jours, lettre après lettre, un soldat, un sous-officier ou un officier sortirent de l'oubli. En regravant une centaine de lettres de patronymes par jour, cet artisan a rendu le plus bel hommage en quelque sorte à ses poilus. Avec à la boutonnière le bleuet de France, cette fleur des tranchées, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour cela. Redonner vie aux poilus de l'île du souvenir. Mais au-delà, ce 11 novembre prend une résonance particulière. La situation internationale réclame une grande lucidité. Les tranchées et leur cortège de morts, d'estropiés et de malheurs réapparaissent sur le continent européen. Une nouvelle fois, les empires menacent, comme ce fut le cas à peine plus de 20 ans après la liesse de l'armistice de 1918, où il faudra mobiliser les soldats pour sauver l'humanité martyrisée par le nazisme. Si nous ne sommes pas en guerre, aujourd'hui, nous ne sommes plus en paix. En ce jour de commémoration, nous, les militaires, savons que pour préserver la paix, nous devons préparer la guerre. Nous ne savons pas la forme que prendra la prochaine DER, puisse-t-elle ne jamais arriver. Mais si l'humanité devait à nouveau être menacée, alors nous devrons puiser dans la mémoire de nos aïeux et mobiliser la nation tout entière. Nous pourrons alors relire les mesures salutaires prises par Édouard Herriot, maire de Lyon, lors du premier conflit mondial, ou revisiter le rôle majeur et méconnu de notre ville
dans le soutien médical des blessés de guerre. Ainsi, pour le seul département du Rhône, pas moins de 190 formations sanitaires, dont 120 à Lyon, accueillaient le flux continu des poilus blessés. Hôpitaux militaires permanents, hôpitaux civils réquisitionnés, hôpitaux auxiliaires armés par des sociétés d'assistance humanitaire ou encore hôpitaux bénévoles ou municipaux, toute une société s'est organisée pour faire face à la nouvelle réalité apparue avec ce conflit. Cet exemple doit nous inspirer. À vous, les nombreux jeunes présents sur les rangs, soyez convaincus que la paix n'est jamais acquise, qu'elle ne va pas de soi. Elle se prépare, elle se conquiert, elle se protège. La liberté n'est pas un dû, mais un don légué par les générations passées qu'il nous revient à notre tour de défendre et de transmettre. Soyons unis et forts, lucides aussi. Et si par malheur nous nous taisons, les pierres, elles, crieront. Fermez le banc. Repos. Le colonel Anne Licardie-Zeller va maintenant rendre les honneurs au général Alain Lardet, puis il sera procédé à la lecture des allocutions qui seront suivies par un chant original interprété par la chorale. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à vous lever. Garde à vous. Présentez. Armes. Verdun, on ne passe pas. Interprété par une chorale composée de 200 collégiens, accompagnés d'élèves officiers de l'école de santé des armées. Chant patriotique écrit en 1916 par Eugène Joulot et Jacques Cazolles sur une musique de René Mercier. Il célèbre l'héroïsme de la reprise des forts de la place fortifiée lors de la bataille de Verdun. Elle participe à la diffusion du mot d'ordre du haut commandement français « On ne passe pas ». Le chant utilise l'allégorie, le combat opposant l'aigle impérial allemand au coq de la République française.
Initié dans un suprême effort, quoique mourant, crie à la baïonnette, parmi les gars, debout les vents, et maintenant la victorieuse, consacrée que porte là-bas, les échos des ports de la Meuse, halte là, on ne passe pas, plus de morgue, plus d'arrogance, plus bavardeuse et la guerre. C'est ici la porte de France, et vous ne passerez Lecture par deux élèves du lycée Colbert du 8e arrondissement de Lyon. Romane et Feriel ont rédigé ce texte accompagnés par leurs camarades de terminale. Leur classe fut lauréate au printemps dernier du prix spécial du Trinôme académique de Lyon. Georges Duhamel, qui soigna les soldats blessés durant la Première Guerre mondiale, décrivait ainsi l'arrière dans son livre « Vie des martyrs ». Il n'est pas une ville française jusqu'où ne viennent saigner les blessures ouvertes sur le champ de bataille. Pas une ville française qui n'ait assumé le devoir de soulager une part de cette souffrance, comme elle porte sa part du deuil commun. Pas une ville qui ne puisse entendre dans ses propres murs un écho de la plainte majeure qui gronde et grandit là où le combat s'éternise. La guerre déferle sur toute la face du pays et, comme le jusant, elle y sème des épaves. La ville de Lyon devient ville-hôpital durant la Première Guerre mondiale. Des milliers de blessés et de convalescents s'y retrouvent. Plus d'une centaine d'hôpitaux accueillent les blessés et relèvent aussi bien des hospices civils de Lyon, de la Croix-Rouge ou encore d'initiatives privées. Durant le conflit, les médecins ont dû faire face à des types nouveaux de blessures provoquées par l'apparition d'armes nouvelles et les innovations en radiologie et en chirurgie sont nombreuses. Tout au long de cette année, nous avons enquêté sur ces soldats blessés et soignés à Lyon et nous avons découvert les blessures du corps, mais aussi de l'âme, ce que l'on appellerait aujourd'hui le stress post-traumatique. Nous avons étudié les matricules militaires, les comptes-rendus médicaux et les correspondances de ces hommes qui ont vécu l'enfer. Aujourd'hui, nous pensons à Hubert, né le 3 février 1880 à Saint-Clément-les-Places, dans le Rhône. Son père, Pierre-Louis, était cultivateur, sa mère, Jeanne, ménagère. En 1915, il est soigné à l'hôpital de Bron, en proie à des délires. C'est là qu'il décède le 20 octobre 1918, il avait 38 ans. Aujourd'hui, nous pensons à André, né le 15 avril 1883, dans le 18e arrondissement de Paris. Lorsque la guerre éclate, il est marié depuis 1908 à Antoinette. Il est blessé quelques jours après le début du conflit. La guerre le rend fou. Il est soigné à Bron, lui aussi, pour démence. On conclut à un syndrome d'aliénation mentale. Il meurt le 19 juin 1923 à Clermont-Ferrand.
Il avait 40 ans. Aujourd'hui, nous pensons à Julien, né le 23 janvier 1894 à Bron. Lorsque la guerre éclate, il est électricien. Il combat en Belgique. Il est fait prisonnier par les Allemands. En février 1918, le médecin-chef de l'hôpital d'évacuation de Lyon, M. Touzelier, certifie que le nommé Julien Charles, prisonnier de guerre, rapatrié d'Allemagne, est atteint d'aliénation mentale et que son état nécessite son admission d'urgence dans un asile d'aliénés. Ce ne sont que 3 destins parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous pensons aussi à tous les soldats lyonnais morts au combat. En 1920, la ville de Lyon lance un concours pour un monument dédié aux Lyonnais morts lors de la Première Guerre mondiale. Ce monument sera édifié ici, au parc de la Tête d'Or, sur l'île du Souvenir. On y voit 6 personnages immenses qui portent un cénotaphe, et si on descend sur la plateforme, on peut lire les noms des soldats lyonnais morts pendant la guerre. Ils sont 10 600. Que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Allocution de M. Daniel Pérez, président du comité départemental de liaison des associations d'anciens combattants, de déportés et de résistants du Rhône et de la métropole de Lyon. Madame la préfète de région, préfète du Rhône, Monsieur le maire de Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Lyon, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En ce 11 novembre, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la signature d'un armistice. Un armistice qui, il y a plus d'un siècle, a mis fin à la plus grande catastrophe humaine que le monde ait connue jusqu'alors, la Première Guerre mondiale. Il y a donc 107 ans, jour pour jour, à 11 heures, le silence est tombé sur les champs de bataille d'Europe. Un silence lourd, imprégné de la douleur des millions de vies fauchées, de la souffrance des familles endeuillées et du traumatisme d'une génération sacrifiée. Ce jour n'est pas un simple jour férié dans le calendrier. C'est un moment de recueillement, un moment où nous devons nous souvenir des millions de soldats tombés pour la France et pour la paix, des blessés, des invalides, des disparus, mais également des civils innocentes d'un conflit qui a ravagé des nations entières. Chaque nom gravé sur nos monuments aux morts est là pour nous rappeler l'immense prix payé pour la liberté. La Première Guerre mondiale, cette der des der, que l'on espérait la dernière, a été un cataclysme. Elle a redessiné les cartes du monde, brisé des empires et engendré de profonds changements sociaux et politiques, notamment dans la vieille Europe. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des histoires individuelles qui nous touchent le plus profondément. L'histoire du jeune homme parti au front avec l'idéalisme de sa jeunesse, celle de la mère qui ne reverra jamais son fils, celle de l'épouse qui attendait en vain des nouvelles de son mari. Ce sont des vies brisées, des destins fauchés, qui donnent tout son sens à notre devoir de mémoire. Le maréchal Foch a un jour déclaré « Je suis plus fier de l'armistice que d'une victoire, car une victoire est le fruit du courage, mais l'armistice est le fruit de la sagesse. » Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une force particulière.
car si le courage des soldats fut immense, la sagesse de mettre fin à l'horreur fut une nécessité absolue. L'armistice ne fut pas la fin de tous les maux, mais il marqua la cessation de l'effroyable et souvent inutile boucherie. Ce souvenir du 11 novembre, ce n'est donc pas glorifier la guerre, bien au contraire, c'est reconnaître son horreur et ses conséquences dévastatrices. C'est refuser toute forme de violence, d'intolérance et de volonté hégémonique génératrice de nouveaux conflits. C'est comprendre que la paix est un bien précieux et fragile. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux qui, durant la Grande Guerre, ont servi, à tous ceux qui ont souffert, à tous ceux qui ont donné leur vie. Leurs sacrifices ne doivent pas rester vains. N'oublions pas non plus celles qui, alors que les hommes étaient mobilisés au front, ont tenu une place essentielle dans la vie du pays, dans nos campagnes, nos usines, nos administrations et dans les transports. La loi du 3 juin 1915 a d'ailleurs transféré aux épouses de soldats mobilisés la puissance paternelle pour toute la durée du conflit. Parmi ces femmes, il y a celles qui ont contribué au bon fonctionnement des sites hospitaliers de Lyon, nœud ferroviaire stratégique, pour soigner les blessés rapatriés du front. N'oublions pas également cette lyonnaise, Clotilde Bisolon, surnommée la maman des poilus, qui réconfortait en gare de Perrache, avec des boissons chaudes, les poilus au départ ou au retour du front. Bref, ces femmes doivent être associées à la victoire finale, même si l'après-guerre les a souvent oubliées. Mais depuis la loi du 28 février 2012, nous rendons également hommage à tous les morts pour la France, et notamment nos soldats, hommes et femmes, qui, engagés dans des opérations extérieures, les OPEX, souvent loin de nos frontières, font preuve d'un courage et d'un dévouement exemplaires. Malgré leurs engagements, les menaces pour la paix sont toujours présentes. Les conflits régionaux, le terrorisme, les tensions géopolitiques et les crises humanitaires continuent de déstabiliser de nombreuses régions du monde. Ce sont autant de défis auxquels il convient de faire face. Ces menaces nous rappellent que la paix n'est jamais acquise et qu'elle doit être constamment défendue. L'écrivain allemand naturalisé américain Erich Maria Remarque, qui a connu l'enfer des tranchées en tant qu'ancien combattant de la Grande Guerre, a dépeint les horreurs de la Grande Guerre dans son livre « À l'Ouest, rien de nouveau ». Avec la disparition du dernier poilu en 2008, nous sommes héritiers de ce travail de mémoire. Et il appartient aux jeunes générations qui n'ont jamais connu la guerre, de relever ces défis et de ne jamais oublier les leçons du passé. Comme disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Je vous remercie. Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le représentant du président de la métropole de Lyon, Monsieur le représentant du président du conseil départemental du Rhône, Madame la représentante du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le gouverneur militaire de Lyon,
Monsieur le général de corps d'armée, commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le représentant du général de corps aérien, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire de Lyon, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'institutions et de grandes écoles, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les élèves des collèges et lycées, chers membres du conseil d'arrondissement des enfants, Mesdames et Messieurs, chaque 11 novembre, la France s'arrête. Elle s'arrête pour se souvenir, pour se recueillir, pour se reconnaître dans cette mémoire commune qui nous relie à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Aujourd'hui encore, 107 ans après l'armistice de 1918, nous venons rappeler que la paix n'est jamais acquise et que le souvenir est une responsabilité. Nous associons à ce souvenir une pensée pleine de reconnaissance pour tous les morts pour la France, en particulier pour nos soldats d'aujourd'hui tombés en défendant nos valeurs et notre République, au péril de leur intégrité physique et de leur vie. Leur sacrifice mérite de nous le plus grand des hommages, le plus grand des respects. Si nous regardons maintenant loin en arrière, comme nous y invite cette cérémonie, nous parvient en pleine conscience l'écho douloureux de ces millions d'hommes et de femmes civils et militaires que la Grande Guerre a fauchés. Nous pensons ici à Lyon plus particulièrement à ces 10 600 noms gravés sur le monument de l'île du Souvenir. Derrière chacun de ces noms, il y a une histoire, une vie, un espoir foudroyé et une promesse, celle qu'on ne les oublie pas. En 1914, Lyon compte 520 000 habitants. Sous l'autorité d'Édouard Herriot, la ville se mobilise dès les premiers jours. Un comité d'assistance municipale est créé, des trains sanitaires arrivent à la gare des Brotteaux. Il y en aura 1369 au total. Et les bâtiments publics se transforment en hôpitaux d'urgence. En quelques semaines, plus d'une centaine voient le jour. Les hospices civils de Lyon, l'Hôtel-Dieu, la Charité deviennent le cœur d'un immense réseau de soins. Les blessés affluent de tout le front, Verdun, la Somme, le chemin des Dames. Lyon, ville de l'arrière, devient alors ce qu'on appellera une ville-hôpital. Sous l'impulsion du député du Rhône et futur maire de notre ville, Justin Godard, nommé en 1915 sous-secrétaire d'État au service de santé militaire, la ville devient un laboratoire d'organisation sanitaire et sociale sans précédent. En même temps qu'à l'échelle nationale, tout commence à se reconfigurer. Car avant 1914, la santé publique était encore locale, fragmentée. Chaque commune, chaque département agissait à sa manière. Cependant, la réalité de la guerre, telle qu'interprétée par Justin Godard, fit naître une idée nouvelle, celle d'un système national de santé organisé, coordonné, au service de la nation tout entière. Une transformation majeure. Sous son autorité, 168 000 personnels non combattants, médecins, infirmières, brancardiers, forment une véritable armée sanitaire. De 1915 à 1918, plus de 15 millions de blessés, malades et gazés sont évacués, soignés, triés, rééduqués. En 1916, 8 sur 10 sont renvoyés au front. En 1918, 9 sur 10 sont renvoyés au front. Des chiffres qui tranchent avec tous les conflits précédents où abandon des blessés, infections et maladies avaient souvent terrassé plus encore que le sabre et les balles. Cette fois, on a dénombré plus d'entrées dans les hôpitaux que de soldats sur les champs de bataille. Ces chiffres, à eux seuls, illustrent aussi le paradoxe de cette médecine en guerre. Une science du soin mise au service de la réparation pour alimenter ce qui fut largement dénoncé comme une machine de mort. Notons qu'à Lyon, la pénurie de soignants expédiés en très grande majorité sur le front oblige à mobiliser des étudiants, des bénévoles, des médecins retraités et des associations de secours souvent très féminisées. Simultanément, sous le poids de l'urgence et de la nécessité, on perfectionne les techniques de chirurgie, de transfusion, de greffe, de prothèse. Les chimistes font avancer l'antisepsie qui passe de l'iode au daquin. Tous les moyens possibles sont réquisitionnés pour sauver ce précieux capital humain
qui permet d'entretenir la guerre avant d'espérer la gagner sans en être épargné. S'invente aussi la radiologie moderne, à Lyon, grâce à Étienne Destaut, pionnier de l'Hôtel-Dieu, mais aussi à Auguste Lumière, qui a mis son savoir, son laboratoire et son matériel photographique au service de la constitution de cette science. Mais derrière chaque progrès d'alors, il y a l'ombre de la guerre. La médecine restaure, rapièce et reprise pour renvoyer au combat. Remet sur pied pour permettre de retourner danser avec la mort. C'est là toute la tragédie de cette époque. Une mobilisation sans précédent d'intelligence et de dévouement humain au service d'une logique inhumaine. Au magasin des grands oubliés, il nous faut avoir un mot pour ceux qui ont senti le vent du boulet. Qui sont-ils? Les victimes de l'obusite, transformées en déments, parfois définitifs, sans signe extérieur visible, après qu'un souffle d'explosion les a eu balayés. Les neurasthéniques de guerre, atteints de cécité et de paralysie, sans qu'on comprenne ce qui, dans leur tête, a volé en éclats. Tous font partie de ce qu'on a appelé les blessés psychiques de la Grande Guerre. Car comme l'explique l'historien Jean-Yves Le Naour, la guerre n'a pas seulement tourmenté et lacéré les chairs, elle a entaillé les âmes et elle a rendu fous. En France, malgré la réticence à les dénombrer, on a compté au moins 100 000 hommes atteints de troubles mentaux temporaires ou permanents. Peu enclins à reconnaître les névroses traumatiques comme effet dévastateur de la guerre, on a bien souvent accusé ces blessés de n'être que des simulateurs. Heureusement, à l'opposé, Justin Godard, homme de conviction républicaine et humaniste, avait compris que soigner, c'était aussi protéger et épargner des vies humaines. Sous son impulsion, on développe la vaccination massive contre le typhus, la variole, la tuberculose. On forme massivement, on constitue des équipes, on décloisonne. On met en place une surveillance épidémiologique du territoire, un réseau de laboratoires bactériologiques. On crée des roulements entre front et arrière pour éviter les pénuries de médecins dans les campagnes. Le service de santé militaire multiplie les prouesses et ce modèle, étonnamment, préfigure le nôtre. La veille sanitaire, la prévention, la coordination des soins, la formation, l'expertise scientifique, un lieu unique pour la recherche et les soins. Oui, ce modèle annonce la naissance d'une médecine publique structurée autour de l'État, de la science et de la solidarité. Mais cette politique s'éteindra, hélas, avec la survenue de la paix. La médecine redevient libérale, décentralisée. L'État, dans l'entre-deux-guerres, renonce à soigner. Il ne gardera que la prévention et l'éducation à la santé. Il fallut donc une autre guerre mondiale pour qu'à son issue s'institue, cette fois pour de bon, notre système de santé adossé à l'hospitalisation publique et à la sécurité sociale en 1945. Quoi qu'il en soit, rendons hommage aujourd'hui à ces médecins, à ces infirmières, à ces soignants lyonnais qui, dans la guerre, ont maintenu vivante la vocation du soin. Mais souvenons-nous aussi qu'en cédant aux injections de cette guerre, la médecine a parfois abdiqué son indépendance, trahissant de ce fait le serment d'Hippocrate. La médecine ne se résume pas à un ensemble de techniques, elle vaut naturellement par le sens qu'elle donne à son action dans un temps et une société donnée. Et la santé publique, aujourd'hui comme hier, ne se mesure pas seulement à la puissance des moyens déployés, mais aussi à la justesse des finalités. À l'heure où les budgets militaires augmentent au niveau européen et national afin de répondre à la pression belliqueuse qui s'attise pour notre continent, il paraît essentiel de ne pas considérer les ressources allouées à la prévention de notre santé comme des variables d'ajustement. Lyon, face à toutes les épreuves qu'elle a dû traverser, a constamment tenu son rang en matière de santé. C'est cette histoire que nous devons continuer d'honorer à travers nos hôpitaux, nos chercheurs, nos politiques de santé, nos solidarités, à travers aussi la mémoire transmise de génération en génération. Je veux saluer à ce titre toute une série d'initiatives, dont celle de la Fondation des Hospices Civils de Lyon, qui nous permet aujourd'hui de découvrir au Parc de la Tête d'Or une sélection de panneaux issus de l'exposition Rayon X, une autre image de la Grande Guerre, réalisée par la Fondation Bouloukian, l'association Patrimoine, Médecine, Santé Lyon et le Musée des HCL. Cette exposition rappelle que derrière chaque image radiologique, il y avait un corps blessé et une volonté de guérir plus forte que la guerre. Mesdames et messieurs,
jeunesse, institutions, porte-drapeaux, actrices et acteurs de ce temps qui nous unit. Le 11 novembre n'est pas seulement un jour de mémoire, c'est un jour de fidélité à la République, un jour d'espérance, un jour de paix. Ceux qui sont morts pour la France ne nous demandent pas seulement d'admirer leur sacrifice ou de porter, avec ceux qui sont restés, le deuil de leur disparition, mais aussi de comprendre ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont enduré, ce qui leur est arrivé, pour l'intégrer à notre histoire et garder précieusement, serré sur notre cœur, cette part terrible mais signifiante du grand puzzle de l'aventure humaine. Il importe dès lors, en regardant l'ensemble, de mesurer ce que cette guerre a fait au corps, aux consciences et à notre société. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de l'éclairage particulier que nous avons porté sur cette der qui ne l'a pas été, peut-être se souviendra-t-on qu'il nous faut chérir la paix autant que la santé. Aimer les hommes, aimer les femmes, aimer les peuples qui ne restent jamais éternellement ennemis, aimer celles et ceux qui prennent soin, qui protègent, qui aident et dissipent tous les maux. Décider d'en faire partie, avec chacune et chacun nos moyens. Lyon, ville hospitalière, ville solidaire aujourd'hui, continuera en tout cas de faire vivre ses valeurs. Vive la République, vive la France et vive Lyon! Lecture du message du gouvernement par Madame Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Nous vous invitons à vous lever. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusillés marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force, alsaciens et mosellans,
pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon, le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance, que symbolisait déjà dans le ciel de Reims le 11 novembre 1918 les tours restées debout de la cathédrale martyre, le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République et vive la France! Intitulée « On sera là », cette création originale a été chantée en avant-première le 14 juillet 2025 à Paris. Discret depuis plusieurs années, Jean-Jacques Goldman a accepté de sortir de sa réserve pour un engagement qui le touche profondément, honorer celles et ceux qui ont été blessés en servant la France. Cette initiative est un geste fort de solidarité et un moment musical qui marque le centenaire du Bleuet de France. C'est en effet en 1925 que Charlotte Maleter, fille du commandant de l'Hôtel national des Invalides, et Suzanne Lénart, infirmière-major, créent un atelier à l'Institution nationale des Invalides. Les pensionnaires y confectionnent des bleuets, fleurs en tissu qu'ils vendent sur la voie publique. Cette activité devient pour eux une occupation et une source de revenus. Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant pour plusieurs raisons. Il rappelle l'uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, les bleuets, portaient en rejoignant leurs aînés les poilus sur les champs de bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans la boue des tranchées, la seule note colorée dans un paysage dévasté. Enfin, le bleu est également une des couleurs de la nation française, première couleur du drapeau tricolore. Ce chant est aujourd'hui interprété par l'ensemble des élèves des 4 établissements, travaillé avec le chef de musique Emmanuel Pou et Madame Dominique Théry. Si les pieds te mordent,
Mise en place pour le cortège. Repos. Allez, je descends d'un étage. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as chanté aussi, toi? Ouais, magnifique. Je peux plus marcher.